Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Retour du président de la République au pays après sa participation à la 5e réunion semestrielle de coordination économique à Nairobi. Autre actualité nationale, lancement des travaux de modernisation de la nomenclature budgétaire qui s'est tenue à l'hôtel Les Acacias. Aux nouvelles mondiales, une canicule record s'étend à travers le sud de l'Europe. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, est de retour au pays après avoir participé aux travaux du 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux qui s'est tenue ce matin à Nairobi, capitale du Kenya. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamil, les membres du gouvernement et les hauts personnalités civiles et militaires du pays. Le sommet de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux s'est ouvert à Nairobi, la capitale du Kenya. Une plateforme solide en vue de discuter les défis économiques communs entre les États membres de l'Union africaine et d'échanger des informations et de bonnes pratiques pour développer des stratégies conjointes pour promouvoir le développement régional et continental. Voici le reportage. La 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les comités économiques régionaux et le mécanisme régionaux s'est ouverte ce matin à Nairobi, la capitale kenyenne, avec la participation de plusieurs chefs d'État et gouvernements des pays membres de l'Union africaine. Cette assise a réuni également les membres du bureau de la conférence de l'Union africaine, les chefs d'État des comités économiques régionaux ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine. Cette réunion est un grand assemblée semestrielle économique du continent pour faire un état de lieu de l'économie et évoquer aussi les objectifs pour une intégration régionale et continentale. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a pris part à la réunion de l'Union africaine ce matin avec un double titre. En effet, le président cumule son statut de chef de l'État avec celui de président en exercice de l'IGAD pour servir une porte-voix principale des décisions de l'organisation régionale. La 43e session du Conseil exécutif était l'occasion de discuter des situations critiques pour déterminer les mesures appropriées pour y faire face. Les participants partageront leur expérience, leur analyse ainsi que leurs recommandations pour promouvoir la paix, résoudre le conflit et soutenir les efforts pour une intégration économique pour le pays du continent africain. La réunion a abordé également le problème environnemental, l'immigration forcée, les défis liés à la santé publique. Les participants ont échangé des idées sur les initiatives à adopter pour élever les défis complexes et pour promouvoir un développement équitable et durable. La zone de libre-échange continentale, ZLECAf, était parmi les thèmes retenus au cours de cette réunion pour une intégration économique. Cet accord continental de libre-échange est une étape importante vers une intégration économique de l'Afrique. En effet, la ZLECAf devrait stimuler le commerce intra-africain, augmenter les revenus de l'Afrique et sortir le pays africain, créer ainsi un marché africain unique et améliorer les infrastructures du continent. La zone de libre-échange continental africain représente une opportunité pour l'Afrique et va favoriser la croissance économique, promouvoir l'intégration régionale et réduire la pauvreté en encourageant le commerce intra-africain. Le changement climatique en Afrique était le sujet également abordé au cours de cette réunion. Les phénomènes liés au changement climatique représentent un défi majeur pour l'Afrique qui menace la durabilité environnementale, la sécurité alimentaire, le développement économique. Il est essentiel de prendre des mesures immédiates pour renforcer la résilience de l'Afrique face à ces défis, ont martelé
les chefs de l'État des pays membres de l'Union africaine. Ce sommet semestriel vise à faire un inventaire général sur l'état d'avancement des pays membres du groupement économique régionaux par rapport aux objectifs stratégiques fixés par l'Union africaine dans divers domaines, notamment de paix, d'intégration économique et du développement durable. Awa Abdi RTD, Nairobi, capitale de Kenya. Prenons la parole à cette occasion. Le président Guelleh a fait le point sur les mesures prises par l'IGAD pour atteindre les objectifs stratégiques de paix, de stabilité et d'intégration économique définis par l'Union africaine. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le président de la République du Kenya, son Excellence William Ruto, ainsi que le peuple kenyan pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette magnifique ville de Nairobi. En premier lieu, je tiens à vous remercier de me donner l'occasion de vous rendre compte, en tant que président de l'IGAD, de l'état de l'intégration régionale de notre région. La régularité de notre présent forum nous offre en effet une plateforme engagée, notre continent, dans une réflexion sur la nécessité d'assurer l'efficacité, l'exécution de nos programmes continentaux. De notre présence ici aujourd'hui témoigne de notre engagement solide à atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Le rapport complet et qui nous est présenté aujourd'hui nous apporte des précieuses informations sur nos progrès et nos défis dans la promotion de l'intégration régionale. Selon les données et les statistiques présentées dans ce rapport, le niveau global de l'intégration régionale au sein de l'IGAD s'établit à 44% sur les 5 dimensions de l'intégration régionale. Excellence, l'expérience Djibouti-Éthiopie mérite d'être soulignée. En effet, ce partenariat économique et stratégique indéfectible couvre de nombreux domaines et secteurs et a ouvert la voie à une intégration régionale réussie. Les méga-projets tels que l'interconnexion hydroélectrique, l'interconnexion par fibre optique et la ligne de chemin de fer électrifiée à écartement standard sont autant d'exemples de réalisations exceptionnelles de notre processus d'intégration que nous avons financé, construit et exploité ensemble. Ces avancées louables, permettent de le dire, vont dans la bonne direction pour la réalisation de notre objectif de transformation économique et régionale. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour augmenter les niveaux d'intégration productifs dans notre région. Je suis heureux de constater que l'Ouganda est en tête de la région de l'IGAD en termes de production intégrée et de commerce intégré avec la plus grande part d'exposition et d'exportation des biens intermédiaires de la meilleure part du commerce inter-État dans la région. Cela illustre le potentiel et les réalisations de nos États membres dans la promotion de l'intégration économique. Je suis également heureux de souligner que le Kenya mérite d'être reconnu pour son niveau élevé d'infrastructures intégrées qui joue un rôle crucial en tant que catalyseur pour la connectivité régionale, le développement économique et une autre expérience réussie d'intégration régionale et l'accord d'achat d'électricité entre l'Éthiopie et le Kenya qui garantit une transmission de plusieurs. Je tiens à saluer le système de câbles DAR. En effet, il s'agit là de la première étape d'une expansion prévue de la connectivité en Afrique de l'Est qui reliera Djibouti, la Somalie et le Kenya et qui apportera certainement une capacité et une connectivité accrue à l'ensemble de notre région. Dans cette deuxième partie du discours du président de la République, il a mentionné les efforts remarquables de Djibouti et de la Somalie pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes, comme en témoigne leur score parfait lors de la dernière évaluation de la COMESA. Let me, at this stage, mention Djibouti and Somalia remarkable efforts. Permettez-moi à ce stade de mentionner les efforts remarquables de Djibouti et de la Somalie pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes, comme en témoigne leur score parfois lors de la dernière évaluation de la COMESA. Leur engagement en faveur de l'amélioration de la mobilité régionale constitue un exemple positif à suivre pour les autres États membres. En ce qui concerne le contenu de l'IGAD, tir du rapport de l'intégration africaine 2023, nous avons constaté des réalisations notables dans divers domaines prioritaires. Ces réalisations comprennent la transformation des capacités pour répondre aux crises alimentaires, l'amélioration de la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement, le renforcement de la résilience aux impacts du changement climatique, la création d'un environnement propice au commerce et à l'intégration régionale, la promotion et l'inclusion sociale de l'autonomisation des populations vulnérables, ainsi qu'à la construction d'une région pacifique, sûre et stable. Malgré les défis posés par le changement climatique, notamment la sécheresse prolongée et les attaques des criquets, l'IGAD a été procréatif dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la promotion d'approches durables de la gestion des ressources naturelles.
Nous avons réalisé des progrès significatifs dans le renforcement de la résilience, la mise en œuvre d'interventions stratégiques en matière d'harmonisation des politiques commerciales, soutien à la mise en œuvre de la ZLECAf. De plus, nos efforts visant à renforcer l'inclusion sociale, à autonomiser les populations vulnérables et à favoriser la paix et la sécurité ont donné des résultats promoteurs. Pour surmonter les défis administratifs et garantir une mise en œuvre efficace, j'insiste sur l'importance d'une mobilisation accrue des ressources et du renforcement des capacités. Nous devons renforcer les systèmes cybersécurité et la protection des données, en particulier alors que nous explorons le potentiel de l'intelligence artificielle. Prévoyons et prévenons les catastrophes et établissons des partenariats efficaces avec les parties prenantes et les partenaires au développement qui partagent notre vision de l'intégration régionale. Enfin, nous sommes encouragés par l'initiative de la Corne d'Afrique que notre région met actuellement en œuvre avec la Banque mondiale. Ses principaux piliers sont la connectivité, l'infrastructure régionale, l'intégration économique et commerciale, ce qui constitue une plateforme solide pour que nos pays poursuivent leurs priorités régionales de manière décisive et coordonnée. Excellence, lors du récent 14e sommet ordinaire de l'UGAD, nous avons adopté le traité de l'UGAD qui fait que notre organisation un adhérent complet du traité d'Abuja en 1991. Ce nouveau cadre d'action dote l'UGAD d'une boîte à outils complète pour élever les défis régionaux, renforcer la coopération, la coordination et la collaboration entre les États membres, ainsi renforcer aussi nos cadres institutionnels. Ensemble, avançons avec une détermination renouvelée, guidée par les principes d'unité, de coopération et de prospérité partagée. En exploitant le pouvoir de l'intégration régionale, nous pouvons surmonter nos défis, libérer notre potentiel et créer un avenir plus promoteur pour la région de l'UGAD et ses habitants. Nous sommes impatients de faire des fructueuses délibérations et sommes convaincus que les résultats de ces sommets nous rapprocheront de notre vision d'une Afrique prospère, pacifique et intégrée. On écoute à présent les discours en français du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Marguerite. Les foyers de tension, qu'ils soient inter ou inter-États, injectent instabilité et division et entravent notre marche vers le progrès. La dynamique conduisant à une paix durable dans la sous-région ne peut venir que des décideurs et des peuples eux-mêmes. C'est pourquoi je souhaiterais d'emblée exprimer ma profonde reconnaissance pour le rôle vital que jouent d'éminents dirigeants africains dans le règlement des différents conflits dans notre continent. Je tiens en particulier à saluer le leadership de son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, de son Excellence Pumzile Mlambo Nguka, ancien président de la République d'Afrique du Sud, et de Werkene Gebeyo, secrétaire exécutif de l'IGAD. Le 2 novembre 2022, à Pretoria, les négociations menées par ces éminents leaders ont abouti à la signature de l'accord de cessation des hostilités entre le gouvernement éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré. Je voudrais à ce stade exprimer ma gratitude au président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki, et à son Excellence Olusegun Obasanjo pour leur engagement et dévouement. Le rôle de l'Union africaine comme facilitateur dans ce processus a été déterminant. Nous saluons aussi l'appui du gouvernement des États-Unis, dont la contribution a été cruciale pour faire progresser le processus de paix. Par ailleurs, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à la République du Kenya pour avoir accueilli la réunion de suivi entre les hauts commandants du gouvernement de la République fédérale d'Éthiopie et du Front de libération du peuple du Tigré. En tant que président de l'IGAD, je vous assure de notre engagement inébranlable à mettre pleinement en œuvre les dispositions de l'accord de Pretoria. L'IGAD, en collaboration avec toutes les parties prenantes, contribuera à soutenir et à suivre le processus de mise en œuvre afin de garantir la réalisation d'une paix, d'une stabilité et d'un développement durable en Éthiopie. C'est dans ce même esprit et parce que nous sommes profondément préoccupés par l'escalade de la crise au Soudan que le 14e sommet ordinaire de l'IGAD, qui s'est tenu à Djibouti le mois dernier, a mis en place un groupe de pays du Quartet et adopté une feuille de route pour la résolution du conflit.
Le groupe du Quartet s'est réuni à Addis Abeba la semaine dernière afin de discuter en profondeur de la situation au Soudan ainsi que de la mise en œuvre de la feuille de route. Comme toujours, l'étroite collaboration avec l'Union africaine a été déterminante pour harmoniser les efforts et trouver une solution pacifique et rapide à la crise soudanaise, et nous continuerons à œuvrer dans ce sens. Excellence, après des années de tragédie et de chaos, la Somalie est sur la bonne voie. En effet, nous saluons la stratégie nationale de stabilisation qui donne son nouvel élan aux efforts visant à rétablir l'autorité de l'État et appelons la communauté internationale à soutenir ce processus géré et dirigé par les Somaliens et qui sert de base à une transition réussie à une paix durable en Somalie. En outre, je profite de cette occasion pour féliciter le président Hassan Sheikh Mahmoud pour sa récente initiative de mettre en place un cadre légal pour les partis. En effet, la réunion de concertation de 2 jours entre le gouvernement fédéral et les anciens politiciens a été la première dans son genre et une avancée politique historique. Toutes ces avancées ont été rendues possibles grâce à l'effort et à l'engagement collectif des autorités somaliennes, de l'Union africaine à travers le soutien apporté par la MISOM et maintenant l'ATMIS, ainsi que par les partenaires internationaux. Toutefois, ne l'oublions pas, l'ATMIS est une mission de 2 ans, avec une fenêtre étroite pour terminer notre travail, mais nous continuerons à lutter afin de sécuriser le financement nécessaire. Ce déficit financier, s'il n'est pas traité de manière adéquate, pourrait gravement limiter sa capacité à s'acquitter de sa mission et à établir un retrait coordonné d'ici fin 2024. Le Fonds de la paix de l'OUA doit être sollicité pour combler ce déficit tout en continuant à faire le plaidoyer auprès de nos partenaires traditionnels. Nous saluons par ailleurs les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord revitalisé et félicitons particulièrement de l'engagement de notre frère, Son Excellence le Président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, pour mener à bon port la période de transition en vue de la tenue des élections de décembre 2024. Enfin, je tiens à souligner que le retour de l'État d'Érythrée au sein de l'IGAD marque une étape importante. J'aimerais conclure mon propos sur une note d'espoir, car nous croyons fermement qu'ensemble, nous pouvons réaliser pour nos peuples un avenir où règne la paix et la prospérité. Je vous remercie de votre attention. Toujours aux nouvelles du pays, sous le haut patronage du ministre du Budget, son Excellence M. Ismail Ibrahim Roble, l'hôtel Acacia a abrité un atelier de lancement des travaux de modernisation de la nomenclature budgétaire et du plan comptable de l'État. L'atelier a vu la participation du haut cadre du ministère du Budget et du ministère des Finances en présence d'experts internationaux. L'objectif de cet atelier s'inscrit dans le cadre de réformes budgétaires prôné par son Excellence M. Ismail Marguelé et la mise en place d'un nouveau cadre législatif et réglementaire qui érige la transparence, l'inclusion, la redevabilité du système de gestion des finances publiques. Rappelons que l'actuel plan comptable date de 1986 et la nomenclature budgétaire est de 2011, d'où la nécessité de la moderniser. La secrétaire générale du ministère du Budget par intérim s'est réjouie d'avoir participé à cet atelier. Ainsi, le premier pas vers la réforme budgétaire poursuivie par le ministère du Budget avec en accompagnement la réforme du cadre réglementaire et juridique en vigueur. Ces nouveaux dispositifs faciliteront ultérieurement l'implémentation du budget axé sur les résultats ou les budgets programmes. Dans cette optique, le présent atelier constitue une étape importante de ce processus afin que les différents acteurs de la chaîne de dépenses puissent s'approprier cette nouvelle présentation budgétaire. J'invite donc sans tarder tous les participants et toutes les directions à y accorder une importance particulière car
La bonne exécution du budget dépend fortement de la maîtrise de cette nouvelle nomenclature et du plan comptable. On écoute M. Sarr, expert en comptabilité publique, qui a d'emblée remercié le ministère du Budget de lui avoir donné l'occasion d'apporter son expertise à cet atelier. L'amélioration de l'efficacité de la dépense publique, la rénovation de la gestion publique, le renforcement des contrôles exercés aussi bien par le Parlement, la Cour des comptes que par le citoyen, mais également l'augmentation de la transparence. À travers donc cette dynamique de réforme, il s'agit pour les autorités que vous êtes d'engager tous les services pourvoyeurs des informations budgétaires, financières et comptables à s'investir dans la recherche de la qualité, de la fiabilité, de l'exhaustivité des données qui doivent servir de base à l'élaboration des statistiques de finances publiques, et ceci à travers cet important document de synthèse qu'on appelle le tableau des opérations financières de l'État. Et nous en sommes conscients. Et c'est dans cette dynamique que le FMI, effectivement, comme vous le savez, a élaboré un nouveau manuel donc, de 2014, avec comme préoccupation principale d'accompagner et de guider les acteurs qui sont chargés d'établir, d'analyser et d'utiliser les données des finances publiques. Le ministre du Budget, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, a pour sa part salué particulièrement la présence des experts internationaux et nationaux. Voici ses propos. Je salue particulièrement la présence des experts internationaux et nationaux dont leur engagement et leur collaboration sont appréciés. Mesdames et Messieurs, le processus de réforme budgétaire induit un changement de l'ensemble des dispositifs de l'action publique impliquant entre autres la modernisation de la nomenclature budgétaire et du plan comptable de l'État visant une lisibilité budgétaire accrue et un système comptable robuste. À noter que l'actuel plan comptable date de 1986 et la nomenclature budgétaire de 2011, d'où la nécessité de les moderniser. Ce processus de réforme de notre politique budgétaire, prôné par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, se caractérise également par la mise en place d'un nouveau cadre législatif et réglementaire qui érige la transparence, la rigueur, l'inclusion, la redevabilité comme principes fondamentaux du système de gestion des finances publiques à Djibouti. Comme vous le savez, le défi de la transparence budgétaire que nous voulons relever accorde une place particulière à ces deux outils. En effet, une nomenclature contextualisée, bien structurée, conforme aux standards internationaux et couvrant l'ensemble des opérations budgétaires est la garantie d'une plus grande transparence et d'un budget plus facilement mis en œuvre. Vous le savez sans doute également, la dernière évaluation de notre système de gestion des finances publiques selon la méthodologie PEFA de 2016 nous appelle à repenser le processus d'élaboration et de conception de nos instruments budgétaires et à entreprendre les réformes de nos finances publiques afin de conduire des politiques publiques qui garantissent l'épanouissement de la population djiboutienne. Dès lors, je fonde l'espoir que le présent atelier constituera un premier jalon et permettra de renforcer notre dynamique de gouvernance des finances publiques. Je vous souhaite donc plein succès dans vos travaux et déclare ouvert l'atelier de modernisation de la nomenclature budgétaire et du plan comptable de l'État. La secrétaire d'État aux investissements chargée du développement du secteur privé, son Excellence Mme Safia Mohamed Ali, a tenu un communiqué important sur l'amélioration des affaires à Djibouti. L'amélioration du climat des affaires est un levier indispensable, crucial même, si nous souhaitons dynamiser de façon significative et durable l'investissement privé dans notre pays, a déclaré la secrétaire d'État chargée des investissements privés, Mme Safia Mohamed Ali Gadile. On écoute sa déclaration. Je m'adresse aux entrepreneurs djiboutiens qui ont créé des micros et des très petites entreprises en République de Djibouti. L'objectif est d'informer ces entrepreneurs
sur les avantages qu'accorde la loi de finances signée en 2023 par son Excellence le Président de la République de Djibouti, chef de gouvernement Al-Hajj Ismail Omar Guelleh. Cette loi accorde des avantages aux micro et aux très petites entreprises. Une micro-entreprise est une entreprise qui emploie entre 0 et 5 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires égal ou inférieur à 2 millions. Une très petite entreprise est une société qui emploie entre 0 et 10 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires égal ou inférieur à 5 millions. L'article 7 de cette loi stipule que les secteurs couverts par cette loi, ces avantages, se comptent au nombre de 8. Sont couverts le commerce de détail, le bâtiment, les équipements, le tourisme, le secteur de la pêche, les secteurs de l'artisanat, l'agriculture et les secteurs du transport. Il est important que vous vous enregistriez parce que l'enregistrement correspond à la formalisation de votre société. Il vous permettra de vous engager dans un cercle vertueux qui, par la suite, vous donnera l'opportunité de bénéficier des financements et d'autres avantages accordés par les institutions formelles, telles que la CNSS, la Caisse nationale de sécurité, qui vous permettra de vous soigner et de cotiser pour bénéficier de la retraite. Je vous remercie pour votre attention et merci d'enregistrer votre entreprise et de permettre au secteur privé de Djibouti de se développer. Sport à présent, c'est sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports que l'association ITRO a clôturé hier son tournoi en présence du secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, du vice-président du conseil régional d'Obok, M. Ahmed Mohamed, du directeur général adjoint de l'ANPS, M. Ahmed Ali. La finale du tournoi a opposé l'équipe du Mabla à celle d'Amoïta. Les deux équipes ont livré un match très disputé et spectaculaire. Les joueurs ont montré beaucoup d'engagement et des talents, offrant ainsi un beau spectacle aux supporters présents. Finalement, c'est l'équipe d'Amoïta qui aura emporté lors de la séance fatidique des tirs au but. Après la remise des trophées, la soirée s'est poursuivie en musique au complexe sportif d'Obok. Les artistes présents ont offert des prestations de qualité et ont su mettre l'ambiance pour clôturer ce bel événement. L'association ITRO, organisatrice de l'événement, s'est félicitée du succès de cette 5e édition de ce tournoi. Le ministre a salué l'engagement de l'association et a promis un soutien renforcé pour le développement du sport dans la région. Sport toujours, Hamza Elmi Farah, athlète djiboutien de paraathlétisme, a participé aux Jeux de la francophonie africaine qui se sont tenus au Cameroun. Il a brillamment remporté les médailles d'or aussi bien dans l'épreuve du 200 mètres que dans celle du 400 mètres. Ce jeune athlète plein de talent fait partie des athlètes soutenus par la bourse IOG. Résident à Sulta, près d'Addis Abeba, il s'entraîne assidûment en vue de sa participation aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Son objectif est clair, décrocher une médaille olympique et faire briller les couleurs de Djibouti sur la scène internationale. Le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, s'est réjoui de ses performances exceptionnelles lors de ces Jeux et a tenu à le féliciter. Il a également encouragé Hamza Elmi Farah à poursuivre ses efforts pour réaliser son rêve olympique. En octroyant une subvention exceptionnelle aux athlètes, le chef de l'État leur a offert les voies et moyens financiers de s'épanouir sportivement, chose qui donne ses fruits depuis la mise en place de cette bourse. Nos athlètes, plus que jamais déterminés, raflent tout sur leur passage, repoussent leurs limites et se hissent au plus haut niveau.
Autre actualité de ce journal, c'est l'agence djiboutienne des normes qui a enclenché ce matin une série de contrôles sur les normes de stockage et d'étiquetage auprès des grossistes du centre-ville. Il s'agit d'une opération de contrôle inopinée, notamment sur les produits alimentaires en vente sur le marché national. C'est ainsi que 2 groupes d'agents de l'ADN ont sillonné depuis les premières heures de ce matin jusqu'à la fin de la journée les différents magasins grossistes de la place. En effet, c'est depuis ces grands magasins du centre-ville que la plupart des détaillants rachètent les articles. Il est donc raisonnable de s'attaquer aux sources d'éventuels risques représentant les produits mal conservés. En effet, pour mener à bien le programme, le directeur général de l'agence, en l'occurrence, M. Awal Osman, s'est rendu sur place, et ce, afin de coordonner et suivre de près le déroulement de l'opération. C'est ce faisant, pour plus de précisions sur l'objectif de la procédure, on écoute les propos d'un membre de l'équipe de l'ADN. Des sensibilisations aux normes, notamment aux normes de stockage, aux normes d'hygiène, mais aux bonnes pratiques aussi d'hygiène chez les commerçants de la place. Selon le directeur général de l'ADN, le but de cette opération est de s'en assurer que les stockages des articles sont conformes à la norme. L'association PLA et l'Institut de recherche de la Corne d'Afrique ont lancé ensemble une formation de 3 jours ce matin pour les associations djiboutiennes et les ONG à Bender Djedid sur la communication interne et externe. Cette formation de 3 jours porte sur la communication et le plaidoyer sur les thématiques de l'assainissement, de l'eau et la sécurité alimentaire et permettra aux associations participantes de réussir leur communication interne comme externe. Le but de cet atelier de formation était d'outiller les associations et les ONG djiboutiennes à participer et apporter leur contribution au développement durable que notre pays s'est fixé d'atteindre dans le cadre de sa vision 2035. Au total, plus de 30 associations de la capitale, comme ceux de la région de l'intérieur, y participent durant 3 jours à cet atelier de formation. Ils ont affirmé tous que cette formation de 3 jours les aidera à être plus efficaces et plus méthodiques dans la communication de leurs projets portant sur le développement durable. Dialoguer et contribuer concrètement aux décisions au niveau de l'élaboration et de la mise en œuvre et du suivi et évaluation des programmes et des stratégies de développement pour le développement durable à Djibouti. L'IGAD, représentée par Mme Fathia Alouane, directrice de la division de la santé et du développement social, et la JICA, représentée par M. Kaneda, représentant résident du bureau de la JICA à Djibouti, ont signé un procès verbal de la réunion pour le lancement d'un programme de formation, un renforcement des capacités des juristes sur les entreprises et les droits de l'homme dans la région de l'IGAD ce dimanche 16 juillet. Il s'agit du premier projet de coopération officielle entre l'IGAD et la JICA. Cette formation est conforme à la feuille de route de l'IGAD pour la réalisation du régime de libre circulation des personnes dans la région qui est définie comme un pilier de l'intégration régionale. Récemment, les sécheresses et les inondations ont prolongé, les conflits et le terrorisme ont provoqué un grand nombre de migrants, réfugiés et personnes déplacées. La première session de formation devrait avoir lieu plus tard cette année. Un juriste de chaque pays membre de l'IGAD sera sélectionné dans chacun des ministères chargés des droits de l'homme et conduira une formation de groupe de 2 semaines. La JICA continuera à contribuer à la réalisation de la paix et de la prospérité dans la région. C'est dans le cadre du lancement du projet Entreprises et droits de l'homme qu'une équipe composée du consultant régional et international du CNDH et de PNUD s'est rendue à Tadjoura. La délégation a été accueillie chaleureusement par le préfet de Tadjoura, M. Mohamed Ahmed Abbas. Ensuite, la délégation a eu une rencontre avec le responsable de la région et les commerçants dans la salle de la réunion du conseil régional de la Ville Blanche, en présence du président du conseil régional, M. Omar Hussein. Ce projet a pour objectif de sensibiliser les acteurs économiques privés et parapublics sur le respect des droits humains. Il s'agit d'un projet en collaboration entre la CNDH et le PNUD qui permettra de réaliser un plan d'action national. Quand il y a de la pollution, Djibouti est le premier pays de la Ligue arabe à se lancer dans ce projet qui va conduire à l'adoption d'un plan d'action national pour les droits de l'homme et les entreprises. Dans la zone Afrique, dans l'Union africaine,
actuellement, en particulier dans l'IGAD. Bravo à Djibouti pour être parmi les premiers dans cette partie du monde à se lancer dans l'élaboration et l'adoption d'un plan d'action national pour les droits de l'homme et les entreprises. Parce qu'en termes de bonnes pratiques internationales, il a été démontré que pour ce projet, pour qu'il ait du succès, il est essentiel que non seulement le secteur privé et le secteur public communiquent et échangent, mais également d'impliquer la société, d'impliquer la société dans ce dialogue. Aux nouvelles internationales, au niveau mondial, le mois de juin a été le plus chaud jamais mesuré, selon les agences européennes Copernicus et américaines NASA. Puis la première semaine complète de juillet a été à son tour la plus chaude jamais enregistrée selon les données préliminaires de l'Organisation météorologique mondiale. Cette chaleur est ressentie en Afrique, plus précisément à Djibouti, où la température journalière a battu les records. Outre les problèmes sanitaires, cette vague de chaleur fait également craindre des incendies. C'est pourquoi la protection civile de Djibouti lance des messages de sensibilisation et de prévention contre les incendies en période estivale afin de prendre des précautions nécessaires pour prévenir les incendies. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.